On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans au cinéma, mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance? Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées, tout avec presque rien. Une belle, endormie depuis 100 ans. Un prince hardi qui traverse un bois d'épines, qui tombe amoureux et qui l'embrasse. Que s'est-il passé ensuite? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants? Oh non, non, non! La plupart des dessins animés et autres livres d'images nous font croire que tout se termine ainsi. Nous allons voir que l'histoire originale écrite par Charles Perrault est loin d'être terminée. Pendant ce temps, tout le palais s'était réveillé en même temps que la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que sa viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme sa grand-mère et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans le salon des miroirs et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût plus de 100 ans qu'on ne les joua plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin. Et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était un homme bon, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée. Et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. Car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers, et en eut 2 enfants, dont le premier, qui était une fille, fut nommé l'Aurore, et le second, un fils, qu'on nomma le Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait, quoiqu'il l'aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même, tout bas, à la cour, qu'elle avait des inclinations des ogres, et qu'en voyant passer des petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi, le prince ne voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage, et alla en grande cérémonie quérir la reine, sa femme, dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses 2 enfants. 2 ans, mariés, cachés dans ce bois anachronique, protégés par les ronces. Un prince qui va, qui vient, qui ment à ses parents, mais qui l'eût cru? Le roi se meurt, vive le roi! Le prince rend donc son mariage public, et la belle s'en va découvrir le monde moderne en compagnie de ses enfants.
aurore et jour, aux côtés d'une belle-mère de race ogresse. Une belle-mère ogresse. Voilà une thématique qui résonne dans l'inconscient collectif, n'est-ce pas? Nous sentons bien, à ce moment de l'histoire, que la belle s'apprête à filer du bien mauvais coton en son nouveau château. Filer du coton. Oups, un jeu de mots. Vous êtes prêts pour la suite? Attention, attendez-vous au pire. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Catalabute, son voisin. Il laissa la régence du royaume à sa mère, la reine, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa bru et ses enfants dans une maison de campagne, dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son maître d'hôtel: « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. »« Ah, madame, dit le maître d'hôtel, je le veux, dit la reine. » Et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. « Et je l'avais mangée à la sauce Robert. » Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas contrarier une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avait alors 4 ans et vint en sautant et en riant se jeter à son cou et lui demander des bonbons. Il se mit à pleurer. Le couteau lui tomba des mains et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau. Il fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'ogresse lui assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. 8 jours plus tard, la méchante reine dit à son maître d'hôtel: « Je veux manger à mon souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait que 3 ans. Il le porta à sa femme, qui le cacha avec la petite Aurore et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là. Mais un soir, la méchante reine dit au maître d'hôtel: « Je veux manger la reine à la même sauce que les enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche. Comment trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela? Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine et monta dans sa chambre dans l'intention de ne pas s'y reprendre à 2 fois. Il s'arma de courage et s'excita à la fureur. Il entra, le poignard à la main, dans la chambre de la jeune reine, mais il ne voulut pas la surprendre, et il lui dit, avec beaucoup de respect, l'ordre qu'il avait reçu de la reine-mère. « Faites, faites, lui dit-elle en lui tendant le cou. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai rejoindre mes enfants que j'ai tant aimés. » Elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans rien lui dire. « Oh non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. « Vous ne mourrez point, et vous irez revoir vos enfants,
mais ce sera chez moi, où je les ai cachés, et je tromperai la reine en lui faisant manger une jeune biche à votre place. » Il la mena aussitôt à sa chambre, où, la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla préparer une biche avec sa sauce. La reine la mangea à son souper, avec le même appétit que si c'eût été la jeune reine. Elle était bien contente de sa cruauté. Elle se préparait à dire à son fils le roi, à son retour, que les loups, enragés, avaient mangé la reine, sa femme et ses 2 enfants. Un soir, qu'elle rôdait, comme elle en avait l'habitude, dans les cours et basses-cours du château, pour y aléner quelque viande fraîche, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleurait, parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter, car il avait désobéi. Elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et furieuse d'avoir été trompée, elle commanda dès le lendemain matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apportât au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de vipères, de crapauds, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné l'ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire. Quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même, la tête la première, dans la cuve, et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être chagriné, car elle était sa mère. Mais il s'en consola bien vite, en se tournant vers sa femme et ses enfants. Charles Perrault termine ici son histoire, et comme c'est l'usage à son époque, il y ajoute quelques lignes qu'il appelle « moralité ». Faire la morale, voilà qui n'est plus du tout à la mode de nos jours. Jouons le jeu tout de même, puisque nous sommes ici en plein XVIIe siècle. Quelle est la morale de cette histoire? Y aurait-il quelque morale bonne à entendre pour notre monde actuel? Je laisse la parole à Charles Perrault. Attendre quelque temps pour avoir un époux riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle. Mais l'attendre 100 ans, et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement. Attendre, attendre. Charles Perrault est bien conscient que la patience a ses limites et que les femelles, comme il les appelle, n'attendent pas vraiment en dormant. Il prend donc le soin de compléter cette première moralité par une seconde. Écoutez. La fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de l'hymen les agréables nœuds, pour être différés, n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne perd rien pour attendre. Mais le sexe, avec tant d'ardeur, aspire à la foi conjugale, que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. Comme elle est drôle, cette morale! Charles Perrault nous explique d'abord qu'il a bien compris le message, selon lequel il n'est pas besoin de se presser pour trouver son époux, mais il avoue juste après qu'il n'y adhère pas du tout. En voilà une morale atypique. Il existe plusieurs versions de La Belle au bois dormant.
Les versions orales sont évanescentes. Il nous reste les versions écrites. La plus ancienne nous arrive de Naples. Un certain Giambattista Basile, né à la fin du XVIe siècle. Courtisan et poète à la cour de Venise puis au royaume de Naples, il signe une histoire intitulée « Le soleil, la lune et Thalia ». La Belle au bois dormant s'appelle alors Thalia. Et suite à la visite d'un roi qui, en pleine partie de chasse, la découvre endormie dans son château, elle met au monde des jumeaux qui s'appellent Soleil et Lune. Que s'est-il donc passé? De quelle nature était cette chasse? N'appellerait-on pas cela un viol? Les enfants naissent et la Belle dort encore. Le père a disparu. Dans cette version de Giambattista Basile, ce n'est pas un prince qui la tire de son sommeil. Oh, loin de là! C'est l'un des bébés qui suce si fort son doigt, croyant qu'il s'agissait de son sein, qu'il lui arrache l'écharde qu'il avait plongée dans son profond sommeil. La belle Thalia se réveille donc fille-mère et adultère, car le roi se souvient de son aventure longtemps plus tard, lorsque les enfants ont déjà grandi, et à partir de là, la belle Thalia devient sa maîtresse. Alors commence le plus terrible de l'histoire. Ce n'est pas sa belle-mère, mais l'épouse légitime qui va s'acharner contre elle et ses enfants. La reine n'est pas ogresse dans cette histoire-là, mais elle ordonne de faire cuire les deux enfants et de les servir en sauce à leur père le roi. Quelle horreur! Comme pour Perrault, ils seront sauvés par une ruse du cuisinier. Quant à la mère adultère, la reine la condamnera au bûcher, et le roi daignera à peine la défendre. Mais quel goujat, ce roi! On est bien loin du valeureux prince qui vient sauver la princesse endormie. Un demi-siècle plus tard, Charles Perrault écrit une autre version de ce conte. Nulle part le prince ne manque de respect à la belle. Même son entrée au château, qui pourrait avoir l'air d'être une effraction, n'en est pas, puisque tout est annoncé par la fée et rappelé par le paysan 100 ans après au prince lui-même. Les ronces s'écartent à son passage, le palais entier l'attend, c'est évident. Remarquons aussi que Charles Perrault ne parle pas de baiser. Ce prince-là n'aurait jamais osé. Il s'agenouille devant la belle à ce moment précis où l'enchantement s'achève. Notons tout de même que même ce prince est lui-même tout éberlué de ce qui lui arrive. Ce n'est pas sa force ou sa vaillance qui gagne la belle, mais c'est une incroyable synchronicité. La version allemande des frères Grimm présente un prince bien différent, plus fougueux, plus passionné, tout droit sorti du XIXe siècle. Lorsqu'un vieillard lui parle du château endormi, des haies d'épines, de l'ensorcellement, le prince répond « Je n'ai peur de rien, je vais y aller ». Puis, face à la belle endormie, il ne résiste pas une seconde. Il l'embrasse, sans son consentement. Audace, bravade ou bravoure, l'interprétation est ouverte. Il assouvit simplement son désir, et il se trouve qu'il a la chance d'arriver juste après la fatidique période de 100 ans. Tout est parfait, tellement parfait que les frères Grimm expédient aussitôt l'aventure en une phrase fameuse que Walt Disney a repris à son compte et qui se résume à peu près comme cela. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et hop, c'est emballé. Quel bonheur d'ouvrir des livres aussi anciens qu'étonnants. Je suis particulièrement fière de vous présenter à cette occasion les musiques inédites, composées et interprétées par Victor Grondin.
Si vous aimez son univers et si vous souhaitez poursuivre votre visite chez La Belle au Bois dormant, retrouvez notre page de documentation sur notre site intitulé Tout avec presque rien.